Je voudrais vous présenter Philippe Charlez, qui est expert énergie de l'Institut Sapiens. C'est un ingénieur des mines de l'École polytechnique de Mons, en Belgique, un expert reconnu sur ces sujets, nationalement et internationalement. Il enseigne à l'université, dans différents établissements de l'enseignement supérieur. Il intervient également régulièrement dans les médias. Il est éditorialiste dans différents médias écrits. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique, notamment Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle et l'utopie de la croissance verte, le dernier en date étant les lois de la thermodynamique. Donc sans plus tarder, je donne la parole à notre expert pour environ un quart d'heure, à la suite de quoi nous donnerons la parole à Olivier Marleix et puis nous engagerons ensuite le débat. Que j'espère animer. C'est Repères républicains, c'est la première séquence du genre. Je voulais vous dire que depuis que j'ai pris la présidence de notre mouvement, j'ai souhaité que nous continuions de travailler sur les sujets de fond. Il y a bien sûr la gestion d'un mouvement politique, il y a bien sûr l'élection interne qui occupe un certain temps, mais il y a aussi le travail de fond qui doit continuer pour alimenter le débat et la pleine connaissance de nos concitoyens de ce qui se joue aujourd'hui sur la question de l'énergie. Voilà, Philippe Charlez, c'est à vous la parole. Merci Madame la Présidente et très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Donc je vais essayer de vous éclairer un petit peu puisque j'y travaille depuis un certain temps sur pourquoi en sommes-nous arrivés là. Et qu'effectivement, comme vous l'avez dit, vous allez voir que le conflit russo-ukrainien n'est en fait qu'un révélateur d'une situation qui était largement enclenchée avant. Alors, je peux avoir les slides. Voilà. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait la transition énergétique, alors j'utilise souvent par boutade le nom de grand remplacement, va être essentiellement une transition électrique où on va remplacer beaucoup d'équipements thermiques par des équipements électriques. Et donc ça va créer une demande très importante supplémentaire d'électricité. Alors cette demande n'est pas nouvelle. Quand on regarde effectivement la slide ici, on voit que depuis le début du XXe siècle, la consommation d'électricité mondiale a été multipliée par 2, qu'on est passé de 15 pétawattheures à 30 pétawattheures. Alors c'est pas dû fondamentalement à la transition énergétique, c'est dû essentiellement à la croissance des pays émergents qui ont demandé énormément d'électricité depuis le début du siècle. Alors ce grand remplacement, voilà, il est un petit peu là. Dans l'habitat, on va remplacer des chaudières thermiques, des chaudières à fioul par des pompes à chaleur, par des plaques de cuisson à induction. Il faut savoir qu'en France, il y a encore 12 millions de plaques de cuisson au gaz. L'eau chaude sanitaire également, puisque essentiellement la consommation d'énergie dans l'habitat, c'est de la chaleur, chauffage, eau sanitaire et eau chaude sanitaire et cuisson des aliments. Et tout ça va être électrifié. Pareil dans les transports, voitures électriques bien sûr, on va pas en débattre, mais sur les longues distances, l'électricité marchera difficilement et donc il faudra de l'hydrogène qui lui-même sera fabriqué à partir d'électricité et de l'électrolyse de l'eau. Et puis même dans l'industrie, il y a des électrifications à faire. On essaye notamment aujourd'hui de mettre au point de la sidérurgie à l'hydrogène et non plus au carbone, l'hydrogène à nouveau fabriqué avec de l'électricité, et de remplacer, bonjour monsieur le Président, et de remplacer les hauts fourneaux par des fours à arc électriques, ce qui existe déjà depuis un certain temps, et tout ça va demander beaucoup d'électricité. On estime qu'en France, la consommation d'électricité devrait doubler d'ici 2050 en passant de 450 à environ 800 térawattheures. Et donc la question, c'est évidemment de savoir d'où viendra cette électricité. Et on a grosso modo 5 sources d'électricité que j'ai mis ici sur des petits schémas. Vous avez les renouvelables, le solaire et l'éolien, l'hydroélectricité.
Vous avez le charbon, vous avez le nucléaire, vous avez le gaz. Hein. On oublie le pétrole puisqu'il y a longtemps qu'on n'utilise plus le pétrole pour faire de l'électricité. Alors parmi ces sources, on va tout de suite éliminer le charbon puisqu'on ne le veut plus puisque c'est un très gros émetteur de CO2. On va également, je ne vais pas l'éliminer parce qu'on va la garder, mais disons pour ça que j'ai mis une croix verte, montrer que l'hydroélectricité, elle n'est pas tellement extensible. On n'a plus tellement de possibilités de construire en France et en Europe de nouveaux barrages. Il y a une possibilité d'extension de l'hydroélectricité, mais hors d'Europe. Et puis on voit ici, et c'est assez intéressant, c'est au cours des 3 dernières années, les investissements mondiaux en vert dans les renouvelables et en bleu dans le nucléaire. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a investi des sommes folles, hein, à peu près 400 milliards de dollars par an dans le monde entier, dans les renouvelables, et pratiquement rien dans le nucléaire, ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'attendre dans les années à venir à une forte croissance du nucléaire, puisque les investissements sont faibles, sauf à changer complètement de stratégie, ce qu'on ne ressent pas réellement aujourd'hui. Donc j'ai éliminé, sans l'éliminer bien sûr, le nucléaire, et donc il nous reste un couple associés qui sont les renouvelables d'un côté et le gaz de l'autre. Les renouvelables, les investissements étaient démentiels puisque en 15 ans, le monde entier a investi environ 5 000 milliards de dollars dans les renouvelables. C'est pas étonnant, hein. On est à 400 par an. Vous regardez sur 15 ans, on arrive effectivement à 5 000 milliards de dollars en 15 ans. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'année dernière a été la première année, on va le voir, où les renouvelables, on a investi plus dans les renouvelables que dans le pétrole et le gaz, ce qui est une année absolument historique. Alors vous voyez ici, hein, en France, c'est 150 milliards d'euros dans les renouvelables, en Allemagne, 800 milliards d'euros. Et donc tout ça se ressent, alors ici c'est au niveau européen. Alors on est arrivé à décarboner, à décharbonner, je vais dire, l'électricité, puisque ça c'est plutôt une réussite. On voit que depuis, là je crois que c'est 2014, si je me souviens bien, on a baissé en 7 ans la génération électrique charbonnière de 60%, mais on a baissé aussi l'électricité nucléaire de 10%. Et par contre, et donc la démonstration est très claire, évidemment, compte tenu des investissements, la production d'électricité renouvelable a explosé de 76%, mais parallèlement, l'électricité gazière a augmenté de 54%. Et donc j'en arrive à la stratégie que l'Europe a employée, c'est en fait que le gaz, enfin les renouvelables, tout le monde le sait, ne peuvent pas se satisfaire à eux-mêmes pour des raisons d'intermittence. Et donc en fait, le gaz est devenu ce que j'appelle le meilleur ami des renouvelables. Et la demande européenne de gaz a augmenté de 20% globalement entre 2014 et 2021. Donc rappelez-vous, les 54%, c'est uniquement l'électricité, alors que les 20%, c'est le gaz au sens large. Donc, la demande européenne de gaz a augmenté de 20%, mais parallèlement, on aurait pu s'attendre du coup à des augmentations d'investissement dans le gaz. On a investi beaucoup dans les renouvelables, gaz meilleur ami des renouvelables, donc aussi investissement dans le gaz. Et en fait, pas du tout. Et on assiste en fait depuis 2015, pour diverses raisons que je vais brièvement expliquer, à une chute drastique des investissements dans le pétrole et dans le gaz. Le pétrole et le gaz représentaient en 2014 780 milliards de dollars à l'échelle mondiale, représentaient en 2021 350 milliards de dollars, c'est-à-dire moins, comme je vous l'ai dit, que les investissements dans les renouvelables. Alors les raisons, elles sont diverses. Il y a eu évidemment la chute du prix des hydrocarbures en 2015, suite à une abondance d'hydrocarbures, mais vous avez aussi d'autres raisons structurelles à la baisse des investissements dans les hydrocarbures. Tout d'abord, la pression des ONG écologistes pour qu'on n'investisse plus dans les hydrocarbures. Donc vous avez tous entendu parler du siège de BlackRock ainsi que les sièges de Total lors de son assemblée générale et de Shell. Vous avez aussi des champs qui sont de plus en plus complexes, donc de plus en plus chers, et donc on en développe de moins en moins. Et aussi une certaine frilosité des compagnies pétrolières et gazières à investir, dans la mesure où on leur dit que normalement la demande de gaz et de pétrole devrait diminuer. Et donc on arrive en fait à une baisse d'investissement dans le gaz, alors que vous avez au contraire
une augmentation de la demande, ben donc il n'y a pas de secret. Accroissement de la demande de gaz à cause de l'accroissement de la demande électrique, en complément des renouvelables, baisse des investissements et donc baisse de l'offre, rupture offre-demande, et donc évidemment augmentation des prix. Donc ce qui veut dire que l'augmentation des prix du gaz sont largement antérieures à la crise russo-ukrainienne et sont donc dues à une rupture offre-demande qu'on sentait déjà dans les années 2017, 2018, 2019 et qui ont été partiellement occultées par les deux années de pandémie qui ont finalement occulté cette rupture offre-demande qui est réapparue tout de suite et qui d'ailleurs date de l'année 2021, de l'été 2021, où on voit le prix du gaz commencer à monter et on est déjà à plus de 100 € le mégawattheure début 2021, c'est-à-dire avant la crise russo-ukrainienne. Et puis vous avez un effet ricochet sur l'électricité. On en discutera probablement un peu plus longuement pendant la séance de discussion. Vous avez une règle au sein du marché de l'électricité qui s'appelle la règle de l'ordre du mérite, qui fait que c'est la dernière source mise en œuvre, c'est-à-dire la plus chère, et qui évidemment est aujourd'hui le gaz, qui fait le prix de l'électricité. Et donc, globalement, on va faire simple. Pour fabriquer une unité d'électricité gazière, il faut 2 à 3 unités de gaz. Donc, vous prenez le prix du gaz et vous le multipliez entre 2 et 3 et vous avez à peu près le prix du mégawattheure électrique, d'où les prix que Madame la Présidente annonçait, qui sont complètement stratosphériques. Alors, bien évidemment, le conflit russo-ukrainien, c'est une cerise sur le gâteau qui a empiré la situation parce qu'il faut savoir pourquoi nous sommes aussi très dépendants du gaz russe. Nous sommes très dépendants du gaz russe, parce que nous augmentons notre consommation de gaz, mais aussi parce que l'Europe a largement réduit sa production domestique de gaz. Il faut savoir qu'au début des années 70, l'Europe ne dépendait de ses exportations gazières que pour 10%. Globalement, elle produisait 90% de sa consommation gazière. En 2010, vous le voyez, c'était 50% et aujourd'hui, c'est 10%. Donc globalement, nous importons aujourd'hui 90% de notre consommation gazière et nous n'en produisons plus que 10%. Alors nous n'avons pas voulu développer en Europe notre potentiel gazier. Je ne reviendrai pas sur tout l'épisode gaz de schiste qui a eu lieu durant les années 2010-2015. Le développement du gaz de schiste, même s'il était non seulement sociétalement critiquable, mais aussi économiquement difficile à l'époque compte tenu des prix du gaz, nous aurait certainement libérés de notre dépendance vis-à-vis de la Russie. On augmente la demande, on diminue notre production domestique, il n'y a pas de secret, il faut aller chercher le gaz ailleurs. Et donc on a été essentiellement le chercher en Russie parce que c'était le plus facile. Et donc vous voyez ici l'accroissement des importations russes. On était à 26% en 2010, on est à 42% aujourd'hui. Et donc la question récurrente qui vient, c'est évidemment, pourrait-on ou pas se passer du gaz russe ? C'est la question récurrente qu'on m'a posée dans les médias au cours des 6 derniers mois. Et ma réponse est très claire, non. Tout simplement parce que d'un côté, on ne peut pas augmenter les importations par gazoduc venant d'Algérie ou de Norvège parce que pratiquement les livraisons sont au taquet. Et donc la seule solution pour importer plus de gaz, pour remplacer le gaz russe, c'est ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. Et là, il faut comparer les volumes. En fait, les 42% d'importation de gaz russe aujourd'hui, c'est 160 milliards de mètres cubes par an. Et le marché du gaz naturel liquéfié, c'est 480 milliards de mètres cubes. Donc c'est-à-dire, et c'est un marché qui est à 70% déjà acheté par le sud-est asiatique, gros consommateur de gaz naturel liquéfié. En l'occurrence, les 3 grands pays, la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont des très gros consommateurs de gaz naturel liquéfié parce qu'il n'y a pas de gazoduc qui arrive là-bas et qu'ils ont énormément de côtes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? 160 manquants à remplacer par un marché total de 480, ça voudrait dire rerouter 160 milliards de mètres cubes qui sont déjà vendus dans le sud-est asiatique vers l'Europe. Ça n'est pas possible. Alors, techniquement, c'est possible, mais vous vous rendez compte des aspects, des conséquences géopolitiques et sur les prix que cela aurait. Alors, je terminerai en montrant que la France, aujourd'hui, est plutôt dans une situation favorable.
La France n'est pas fondamentalement un pays gazier. La moyenne européenne du gaz dans le mix énergétique, c'est 25%. Et en France, on est à 17% de gaz. Et parmi ces 17% de gaz, 17% proviennent de Russie. Donc vous faites 17% fois 17% et vous obtenez 3%. Et donc se passer de 3%, c'est à peu près possible en faisant quelques efforts. C'est quand même significatif, hein, parce qu'au cours des 20 dernières années, on a baissé d'1% par an notre consommation d'énergie. Et on nous demanderait de passer de 1 à 3%. Mais c'est encore acceptable en faisant des efforts. Il y a quand même quelques gaspillages, c'est possible. Par contre, quand on regarde l'Allemagne, on passe de 3% à 16%. Et se passer instantanément de 16% de sa consommation énergétique, ça n'est absolument pas possible, sauf à entrer dans une récession économique profonde. Donc si je regarde la situation gazière, la France était plutôt dans une situation favorable. Mais est venue malheureusement se superposer à cette situation gazière une situation électrique qui, elle, n'est pas du tout favorable à la France. Alors, on avait 58 réacteurs nucléaires en France. J'ai fait l'effort de tous les tracer. On va enlever les 2 de Fessenheim. Je sais plus si c'est 2 ou 3 d'ailleurs. C'est 2, hein, d'accord. J'avais hésité, mais c'est bien 2, donc je me suis pas trompé. Et puis, on va éliminer en vert tous ceux qui sont pour l'instant à l'arrêt ou bien en maintenance. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une déficience électrique. Et donc ça veut dire que vis-à-vis de notre, alors on le voit ici, hein, donc sur les, j'ai repris RTE, le graphique de RTE en temps réel, je ne sais plus quelle journée, mais enfin on voit que les importations représentent aujourd'hui 20% de la consommation électrique française, alors que dans le passé nous exportions 20%. Évidemment, c'est dû à nos réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt. Et donc, en fait, on passe d'une situation où on était relativement confortable sur le plan gazier, mais on ne l'est plus du tout sur le plan électrique. Et donc, ça veut dire qu'on va non plus avoir un marché, si vous vous rappelez, pétrole contre nourriture, mais gaz français contre électricité allemande. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir partager notre pénurie électrique avec la pénurie gazière allemande, ce qui va nous amener non plus à 3% de réduction, mais entre 5 et 10% de réduction, ce qui devient tout à fait incompatible, quoi qu'on fasse, avec une société de croissance. Donc, c'est-à-dire que c'est cet échange électricité contre gaz qui va nous imposer, malheureusement, une récession économique. Donc, je conclurai, je crois que j'ai tenu mon temps, c'est bon ? Tout d'abord, la responsabilité écrasante de la gauche depuis le début des années 2000, hein, on se rappelle du gouvernement Jospin avec la fermeture de Superphénix à l'époque, puis après les fermetures de Fessenheim et surtout le non-développement de la filière, parce qu'à la limite, la fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim, on pourrait encore dire que c'est relativement marginal, mais c'est surtout une filière qui n'a pas été entretenue et qui aujourd'hui a malheureusement une très forte pénurie de main-d'œuvre. Alors vous avez ici toutes les conséquences, donc la volonté de sortir du charbon, ça c'était plutôt un point positif et l'Europe semble y être bien arrivée, mais à quel prix ? Puisqu'on a détruit lentement la filière nucléaire, on a promu de façon tout à fait naïve un 100% renouvelable qui n'était pas possible et qui devait inévitablement, si on ne choisissait pas le nucléaire et qu'on voulait sortir du charbon, qui ne pouvait que s'appuyer sur le gaz. Et donc de créer une crise gazière qui n'a pas du tout été anticipée, alors que comme je vous l'ai montré, dès 2017-2018, on avait déjà un tas d'indicateurs qui montraient que cette crise gazière était visible et allait arriver. Et on n'a aussi eu aucune volonté de développer parallèlement notre potentiel gazier. On aurait pu avoir cette volonté, on ne l'a pas eu non plus. Et donc, le résultat, ça a été une augmentation démesurée du gaz russe. Alors j'ai terminé par une petite maxime du général de Gaulle qui disait qu'il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité. Alors j'ai fait beaucoup dans ma carrière d'ingénieur de sécurité industrielle et le premier levier de l'amélioration de la sécurité industrielle, c'est l'analyse et surtout la reconnaissance des erreurs que l'on a pu faire lors d'un accident. Si lors d'un accident on ne reconnaît pas ces erreurs, on ne fait jamais de progrès. Et donc je dirais, et ça va peut-être être, parce que ce n'est pas mon rôle, ma petite conclusion en tant que citoyen, c'est que la première des choses avant de progresser dans cette transition énergétique, c'est certainement à l'exécutif aujourd'hui de reconnaître ses erreurs. Voilà, je m'arrêterai là, merci Madame la Présidente.